L'invité café. 7h15, notre invité café, le démantèlement du squat de la Pointe-Buzarrée a débuté. On en parle un peu mieux avec le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles à la préfecture, Daniel Fermont, est notre invité café ce matin. Bonjour Daniel Fermont. Bonjour à tout le monde, aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de parler un peu mieux de ce sujet, le démantèlement du squat de la Pointe-Buzarrée, vous êtes un peu le monsieur sécurité à la préfecture. Alors tout à fait, la sécurité, c'est un périmètre assez vaste, ça va effectivement de la sécurité publique, les sujets thématisés comme l'orpaillage illégal en Guyane, ainsi que les sujets migratoires naturellement. Donc c'est un vaste portefeuille. Alors le démantèlement de la Pointe-Buzarrée, pratiquement tous les migrants demandeurs vont avoir un toit. Le terme que vous employez est mis à l'abri. Mais Daniel Fermont, nous ne sommes pas dans des proportions d'arrivée massive comme dans l'Hexagone ou en Europe. Il y a Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, qui parlait d'une image assez parlante de Sangatte. Pourquoi avoir attendu autant de temps ? Il a fallu 2 lieux d'installation, la place des Amandiers, la Pointe-Buzarrée, pour que l'État puisse enfin prendre ses responsabilités concernant ce sujet-là. Alors tout à fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'en 2020, la crise sanitaire nous est tombée dessus. C'était quelque chose qui n'était pas naturellement, pouvait pas être anticipé. Et on a dû faire un accueil inconditionnel, c'est-à-dire que l'accueil de toutes les personnes qui devaient donc éviter d'être à la rue, accueillies dans des structures, donc mises à l'abri pour un motif donc sanitaire. Donc ça a amené les structures de Guyane, qui sont naturellement pas forcément dimensionnées pour ça, pas forcément adaptées à prendre un aussi large public, à devoir faire face à une mise à l'abri de plus de 700 personnes. Ce qui a considérablement mis en tension le système, naturellement a contraint ceux qui interviennent à leur profit, que ce soit les opérateurs, les associations, les services de l'État en charge de l'hébergement. Et donc on s'est retrouvé en fin d'année avec des structures saturées, une incapacité à pouvoir mettre à l'abri ces personnes et à ne le faire qu'en cas vraiment d'extrême recours, des personnes malades, des gens vraiment très fragiles. Mais la situation depuis septembre, effectivement, était ce que nous devons absolument éviter. Oui, il y a la crise sanitaire, on le comprend bien, mais le flux migratoire intensif en Guyane, on en parle depuis 2016. Pour exemple, la préfecture de Guyane annonçait la création d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Il était même déjà sorti de terre. Il se situait cité Cabassou à Cayenne. J'ai par ailleurs eu l'occasion de le visiter, d'en faire un reportage. Puis du jour au lendemain, tout a été démonté. Et on repart de zéro. Que s'est-il passé ? Alors, on a eu effectivement des flux migratoires sur les dernières années qui ont été très différenciés. Effectivement, la période la plus intense a été 2015. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes ratios, on va dire, d'immigration. Alors, il faut bien différencier l'immigration. Il y a l'immigration clandestine, contre laquelle l'État a une action déterminée. Mais là, on parle bien de demandeurs d'asile. Et là, en fait, on est effectivement sur une immigration qui est donc celle des demandeurs d'asile, personnes persécutées dans leur pays d'origine, qui cherchent un refuge, une façon de rebondir, d'avoir des papiers, d'avoir un statut et de, pourquoi pas, poursuivre leur vie ailleurs qu'en Guyane, en France, hexagonale ou même en Europe. Donc on avait effectivement une structure qui avait commencé à se monter. Il y a eu un contentieux avec la personne qui était en charge de la réalisation des travaux. Donc cette emprise est toujours à l'étude pour effectivement revenir sur un projet. Ça fait partie des choses. Mais en attendant, le financement qui avait été dévolu à cette structure a été réutilisé différemment. Il a été utilisé pour faire des places hôtelières, ce qui a permis quand même de mettre à l'abri, ce que je vous disais, en fait, un certain nombre de personnes. Mais on se retrouve effectivement dans des solutions qui étaient de court terme. Il faut pérenniser et trouver d'autres solutions. Mais la pression migratoire a commencé à être explosive, je vous le disais, depuis 2015. En chiffres, 2015, 2700 demandes d'asile. En 2016, 4500. On a l'impression que la préfecture de Guyane est dans la réaction concernant cette crise-là et non dans l'action, puisqu'on le sait, la réalité géopolitique dont fait face la Guyane est telle qu'elle est. On est dans la réaction. Il n'y a rien qui est fait depuis ces 7 ans où on a vu les choses avancer. Alors, il y a un critère qui est important, il faut prendre en compte. La Guyane, en fait, est effectivement un petit morceau de France, un petit morceau d'Europe. Un morceau de passage aussi. Voilà, effectivement, un pays quelque part, une étape de transit dans un grand continent qui est l'Amérique du Sud. Donc nos voisins ont également leur sujet de déstabilisation dans le cadre de la crise sanitaire, des mouvements politiques, d'une crise économique qui amène aussi des flux. Donc nous avons un besoin en fait de structuration de cette question migratoire. Depuis le début de l'année, l'arrivée du préfet Kefelec a permis en fait de remettre sur la table des options nouvelles, de travailler en fait sur la pérennisation, de créer un schéma régional des demandeurs d'asile, ce qui permet à la fois
de trouver des solutions pour Buzaré. Et Buzaré n'est qu'un événement, en fait, il faut voir au-delà. C'est d'envisager une structure qui permette l'accueil des demandeurs d'asile de façon décente, de les orienter, de les suivre sur leurs démarches administratives, et dès lors que les démarches soient satisfaisantes, de pouvoir les intégrer, voire leur permettre d'aller au-delà, c'est-à-dire de continuer leur transit. On est parti pour 7 ans encore ? Non, pas nécessairement, puisque vous voyez, ça a été quand même assez vite. Le préfet est arrivé, on va dire, mi-décembre. Il a très rapidement donné de nouvelles orientations. Les orientations, c'est tout d'abord s'occuper de Buzaré, la mise à l'abri quand même de 240 personnes, pour lesquelles chacune auront une solution d'hébergement, avec des publics vulnérables qui ont des hébergements différenciés en fonction des vulnérabilités. Il y a une différence entre les familles, les gens malades, les hommes seuls. Pas forcément les mêmes conditions d'hébergement. Ça ne se va pas qu'à Cayenne, il y a aussi à Sinnamary que ce sera fait. Et puis après, on va construire un schéma régional qui aura une vocation de aussi capter des crédits, parce qu'il faut aussi l'argent de l'État pour faire fonctionner des structures, des hébergements et trouver des solutions. Alors, juste une question. Les ONG, les associations qu'on interroge depuis des semaines sur la pointe Buzaré, sur ces migrants qui sont arrivés, nous disent de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'une fois que la filière d'immigration est créée, il n'y a pas de raison qu'elle continue. En Haïti, aujourd'hui, vous suivez l'actualité comme nous, c'est très compliqué. Au Brésil, il y a la pandémie. Au Suriname, au Venezuela, c'est compliqué. On s'attend donc à voir arriver encore des centaines et des milliers de migrants. Est-ce que ça va suffire ? Alors, il faut bien différencier... économique et demandeur d'asile. Tout à fait. Il y a le statut donc, de demandeur d'asile. Tout le monde peut demander l'asile. Tout le monde n'a pas l'asile. Le statut de réfugié est vraiment lié en fait, aux persécutions que les personnes ont pu connaître dans leur pays d'origine. À Buzaré, beaucoup devraient l'obtenir a priori. Alors, vous avez effectivement des Moyen-Orientaux, vous avez des Cubains. Ces personnes, en fait, si elles n'ont pas obtenu l'asile, pourront peut-être déposer un dossier d'apatridie. Parce qu'il faut savoir que Cuba ne reconnaît plus ses ressortissants après un certain temps. Mais par ailleurs, on a aussi des flux migratoires, si vous voulez, qui sont soit clandestins, soit demandeurs d'asile, qui s'intègrent sur le territoire un peu spontanément. C'est-à-dire que je pense notamment, vous avez évoqué les Haïtiens. Les Haïtiens ne se sont pas installés à Buzaré. Le flux des Haïtiens s'installe en fait en Guyane, notamment dans l'habitat informel, on le sait. C'est pour ça aussi qu'on mène des opérations en la matière. Mais vous avez des personnes qui obtiennent l'asile ou pas. Et quand elles n'obtiennent pas l'asile, ce qui est important, c'est de le rappeler, il y a une phase contentieuse et de recours, mais après, la phase contentieuse étant épuisée avec un avis défavorable, ces personnes peuvent être éloignées vers leur territoire d'origine. Alors, Daniel Fermand, ces opérations de mise à l'abri vont se poursuivre jusqu'à dimanche, on l'a dit dans ce journal, avec samedi encore des opérations pour emmener ces migrants-là dans les sites dédiés. On va parler carnaval pour continuer. Fin du confinement du dimanche, allègement du couvre-feu en semaine pour les restaurants, pour en finir avec la possibilité de défiler, on va dire, de façon cadrée et organisée. C'est déjà un peu le cas, on va dire, tout cela, de défiler dans les quartiers. Vous avez un peu laissé les choses se faire plus ou moins. Alors, Qu'est-ce qui change ? Ce qui va changer, c'est la possibilité de le faire avec le contexte réglementaire adapté. C'est-à-dire qu'on va non pas être en accompagnement de manifestations spontanées pour lesquelles on doit prévoir un lourd dispositif et pour lequel... heureusement, le dimanche, il n'y a pas de circulation, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Les gens vont devoir réfléchir à un itinéraire. Ils nous proposent, on est à l'écoute, c'est la main tendue du préfet vers les organisateurs potentiels de manifestations culturelles. Donc, on a intitulé ça Carnaval en quartier, pas Carnaval de quartier, parce que c'est des lieux qui peuvent être ceux de la jeunesse, ceux des familles. Comme ça s'est passé en fait ces derniers dimanches. À la différence près que les dimanches précédents, on ne savait pas. On ne savait pas où, quand, quoi, comment. Donc on était en réaction. Là, aujourd'hui, on est en anticipation et en co-construction avec eux. Mais globalement, vous savez ce que représente le carnaval pour un Guyanais. J'imagine que le préfet Kefelec le savait en arrivant ici. Est-ce qu'il ne fallait pas anticiper toutes ces choses-là ? On a vu qu'en Guadeloupe, il y avait une enveloppe qui a été donnée à tous les organisateurs pour qu'il y ait une vraie réflexion. En Guyane, il n'y a rien eu. Alors, c'est vrai que les organisateurs auraient pu se mobiliser autrement. Mais le représentant de l'État aurait pu, on va dire, organiser de façon très précise là, pour empêcher tout ce qui se passe en ce moment. Tout simplement, on ne peut pas comparer la Martinique et même la Guadeloupe avec la Guyane. C'est pas ce que je fais, mais j'entends par là de l'anticipation de la préfecture. Mais l'anticipation, elle était tout à fait autre, puisque nous n'étions pas du tout dans le même contexte sanitaire. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, nous étions à 300 pour 100 000 en incidence sur le département. Donc mais quand on est confiné 10 mois, vous ne pensez pas qu'à un certain moment que les Guyanais veulent... Ah, bien sûr, ça, c'est tout à fait... On entend tous ça. Si vous voulez, on est tout à fait conscient que le carnaval est aussi un exutoire, c'est le moment de festif en famille, de retrouver ses traditions, de les transmettre aussi. Mais pour autant, il y a quelques semaines, quand le préfet est arrivé en décembre, la situation était quand même inquiétante sur le plan épidémiologique.
Ça s'est quand même rapidement décalé. On a eu une petite aggravation avec un coup de chaud quand même début, on va dire en moitié du mois de janvier. Et on a même dû, parce que c'était toujours possible de déroger, on a toujours permis en fait le rassemblement de 6 personnes. Il a toujours été possible de déroger pour des petits événements. Sur l'anticipation, c'est simple. C'est-à-dire que moi, quand je signe des dérogations sur l'arrêté rassemblement de plus de 6 personnes, les gens anticipent. Ça peut être des manifestations sportives, culturelles ou autres. On a eu, vous savez, à l'époque Rastachik qui s'est tenu. C'était une dérogation à l'arrêté préfectoral. C'était pas une règle en soi. Voilà. On a eu aussi le concert de jazz qui s'est fait comme ça. Donc, on aurait pu avoir des propositions. Je dois dire que il a été retenu que ce n'était pas des perspectives possibles. Les organisateurs ne sont pas venus vers nous comme ça. Il a été choisi de le faire de façon spontanée le dimanche, le jour où c'était, on va dire, un couvre-feu diurne qui empêchait la circulation. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on a tendu la main, les organisateurs sont là, il y a des propositions, on va regarder ce qu'ils nous proposent. Et l'année prochaine, on va y réfléchir de façon plus précise, j'imagine. Merci Daniel Fermand d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité café. Merci de votre invitation. L'invité café.